Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci d'être là pour cette deck tech que vous voyez là maintenant tout de suite. Nekuzar de Mind Razor, oui on va droit au but aujourd'hui. Nekuzar, vous le connaissez probablement, c'est quand même un petit bonhomme tellement casse-pied que le monde entier le connaît. Il a une mécanique très simple. Au début de l'entretien de chaque joueur, et bien ce joueur va piocher une carte supplémentaire et à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, et bien Nekuzar lui inflige une blessure. Donc grosso modo, le but de ce deck, en vrai il n'y a qu'une seule façon de gagner avec ce deck là, c'est que Nekuzar fasse ce qu'on appelle une wheel, une roue, et tue tout le monde en grosso modo un seul coup. Il y a des sorts qui te permettent justement de faire tourner la roue, de la fortune pour vous et de l'infortune pour les autres. Et en fait ce qui se passe c'est que c'est des sorts où les adversaires vont se défausser ou mettre leurs mains dans leur bibliothèque et vont piocher cette carte ou 3-4 cartes selon, tu vois. Mais le but c'est vraiment qu'il pioche énormément et que grâce à Nekuzar et à d'autres petites singeries, vous fassiez 1 dégât par carte piochée ou 3 ou 2 ou plus encore, parce que vous allez voir, il y a quelques petites pépites. Sachez que Nekuzar est un commandant qui n'est pas du tout apprécié. Vous serez la cible, les amis, j'essaie de vous le dire. Enfin, il y a peut-être une fois ou deux où voilà, les gars connaissent pas trop, etc. Ça va leur faire rire de dire: oh, je pioche des cartes gratuitement. Ok, pour 2 points de vie, je pioche 2 cartes. Mais c'est vachement bien tout ça. Puis à un moment, ils se prennent un gros 25 dans la bouche. Et là, c'est en mode: ah, mais en fait, il est pas marrant ton deck. Donc voilà, dites-vous que ça va vous faire rigoler. Les autres, pas tant que ça. Mais je le trouve très chouette ce deck. Honnêtement, je passe beaucoup de bon temps, que je gagne ou que je perde. Et le seul moment où c'est compliqué, c'est quand en fait les gens vont piocher gratos avant que Nekuzar arrive et après tue Nekuzar dès qu'il est là. Donc là vous êtes là en mode: ok, mais en fait moi j'ai pas d'autre moyen de victoire parce que certes j'ai des créatures, mais c'est pas comme ça que je vais vraiment vous tuer. Il y a des cartes de créatures qui mettent la pression. Mais honnêtement, il n'y a que quand Nekuzar est là qu'il peut vraiment se passer des dingueries. Même s'il y a des suppléants de Nekuzar qui existent. En vrai, c'est un deck très dépendant, je trouve, du commandant. Mais ça, vous le savez, c'est ma marque de fabrique. J'aime quand mes commandants font des trucs. Donc, Nekuzar, il en fait partie. Donc, Nekuzar est un zombie sorcier. Pour 5, c'est une de 4. Et je vais vous expliquer ce qu'il faisait comme sort. Enfin, comme capacité plutôt. Il est très chouette, le Grixis. Mes couleurs préférées, je pense. Ouais, cette tricolorité Grixis me plaît, même si Naya, j'ai un petit coup de cœur et Esper aussi. Bref, dans ce deck là vous allez retrouver un Planeswalker et un seul deck Faden. Alors lui, il est très rigolo parce que pour 3 il fait plein de trucs. Pour 3, t'as 3 marqueurs loyauté, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Son plus 1, il y a n'importe quel joueur qui va piocher 2, défausser 2. Donc vous pouvez activer Nekuzar ou vous pouvez creuser vous-même si vous avez des petits soucis. Pour son moins 2, vous allez contrôler un artefact. Attends, je regarde, mais je crois que c'est contre l'artefact tout court. Voilà, contre l'artefact ciblé. On se serre la main, on prend les anneaux solaires, on prend les grands cromlech, on prend tout ce qui est relou, on peut prendre des épées. Bref, très très fort. Et le moins 6, tu vas avoir un emblème qui dit que dès que tu cibles un permanent, tu vas en prendre le contrôle. Tout court. Alors évidemment, le moins 6 de deck Faden, il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui ciblent des permanents, donc on s'en fout. Ce qui nous intéresse grandement, c'est que quand il y a Nekuzar, on fait son plus 1. Quand il n'y a pas Nekuzar, on fait son moins 2. Comme ça, on vole des accélérateurs de mana ou des artefacts très forts ou très chiants. Voilà, deck Faden, tu vois, il coûte que 3. Il va vite se faire déglinguer, mais ça peut être un finish, de quoi creuser ou un vol d'artefacts. Et ça, on adore. Plaçons un peu de lumière pour les créatures de ce deck. Mettons en avant l'archiviste de Jace. Donc l'archiviste de Jace, il est dans cette mécanique de wheel, de on fait tourner la roue et on inflige plein de blessures. Et en plus on renouvelle la main de l'adversaire, ce qui est, enfin de tout le monde même. Ce qui est très rigolo aussi avec ce deck là, c'est que vos adversaires auront un plan de jeu établi, ils auront leur carte en main, peut-être plus qu'à l'accoutumée. Et à un moment, grâce à l'archiviste de Jace, vous allez payer un mana bleu, l'engager, tout le monde va défausser sa main, puis piocher autant de cartes que le plus grand nombre de cartes qu'un joueur s'est défaussé de cette manière. Donc si par exemple lui il avait 8 cartes en main et que les autres en avaient moins, eh ben il va défausser les 8 et piocher 8 et tout le monde à la table va piocher 8.
Donc ça c'est quand même chouette. Ou alors il avait que 2 cartes, il va se défausser de ces 2 cartes, mais l'adversaire en avait 7 et du coup il va être content parce qu'il va avoir 7 cartes au lieu de 2. Et surtout, comme je vous le disais, eh bien qu'on a un plan de jeu établi, dès qu'il y a une wheel qui arrive, bah, c'est le bordel parce que tu avais tout prévu et puis là tu peux te retrouver avec que de la... Voilà. Ou au contraire, être salvateur. Mais ce qui est cool en fait je trouve avec Nekusar et la wheel, c'est qu'il y a toujours un moment où tu peux négocier en mode hey, en V2V, ta main elle est pas ouf, allez, je wheel. Au début de game avant que Nekusar arrive, je te fais piocher 2, 3, 4, 5 cartes gratuitement. Donc je suis quand même là pour t'aider. Mais les gens l'oublient, assez vite. Un palliatif à Monsieur Nekusar, c'est le parasite de Direct. Alors lui, il est marrant puisqu'il dit pour 1, t'as une 1-1 et à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, si vous contrôlez un permanent rouge, tu peux faire en sorte que le parasite inflige une blessure à ce joueur. Donc des permanents rouges, on a plein, Nekusar est un permanent rouge. Donc là vous comprenez que si Nekusar et lui, ça fait 2 dégâts par carte piochée. Mais en V2V, voilà, le parasite, c'est que vous pouvez faire de la politique, vous pouvez être gentil avec vos adversaires. Une carte qu'on adore avoir tour 1, puisque au-delà d'être une 1-1, nous on veut faire des dégâts quand ça pioche. Monsieur Balor, tiens, en parlant de permanent rouge, le voici celui-ci. Balor pour 5, elle a le vol, c'est une 5-5 vol et elle est très rigolote, puisque à chaque fois qu'elle attaque ou qu'elle meurt, eh bien il va se passer des trucs très rigolos. On va pouvoir choisir un mode qui doit forcément cibler un adversaire. Tu choisis l'un ou plus, tu fais 1, 2 ou 3, et il faut toujours que ça soit un joueur différent. Donc un adversaire ciblé, pioche 3 cartes puis se défausse de 3 cartes au hasard. Déjà défausser c'est chiant, mais alors au hasard c'est pire que tout. Un adversaire ciblé sacrifie un artefact non jeton. On apprécie aussi. Ou alors Balor inflige à un adversaire ciblé un nombre de blessures égal au nombre de cartes dans sa main. Quand vous jouez Nekusar, la plupart du temps, on a beaucoup de cartes en main. Donc ça, Balor, ça peut régulièrement coller un 5, 6, 7 ou plus de dégâts lorsqu'il attaque ou qu'il meurt. J'ai jamais eu l'occasion de le jouer malheureusement, mais c'est très fort. Lui par contre, j'ai eu l'occasion de le jouer à plusieurs reprises et c'est vraiment le Krakito, un des star players de ce deck. Ob Nixilis, le Captive Kingpin. Pour 4, tu as une 4-3 vol piétinement et à chaque fois qu'un ou plusieurs adversaires perdent exactement un point de vie, tu vas mettre un marqueur plus simple sur lui. Mais ce n'est pas tout. Tu vas également exiler le dessus de ta bibliothèque et jusqu'à la fin de ton prochain tour, tu peux jouer cette carte. Voilà. Enfin non, pas la fin de ton prochain tour. Jusqu'à ta prochaine phase de fin de tour, pardon. Donc le but c'est effectivement comme Nekusar va pinguer de 1, et bien Ob Nixilis va prendre un marqueur, tu vas exiler la carte et tu pourras la jouer au début de ton tour jusqu'à la fin du tour. C'est plutôt ça la bonne définition. Donc Ob Nixilis, faut que ça pop durant, on va dire c'est mieux hein, quand ça pop durant les tours adverses parce que ça te fait des cartes sur le teco en plus, une sorte de pioche impulsive qui certes s'exile, mais imagine tu ping au moins une fois chaque joueur, et bien tu auras 3 adversaires, pardon, tu auras 3 cartes en plus à jouer depuis l'exil en plus de ta pioche de base. Donc Ob Nixilis vraiment, et puis très très vite ça peut être une grosse créature, genre une petite 19 très facile. Bon, elle, voilà, elle est française, on l'adore, chez Oldred, vous connaissez, quand ça pioche, les gens perdent, quand tu pioches, toi tu gagnes. Évidemment, il faut l'avoir. Ah, cette carte-là, elle est pas gentille, celle-là aussi. C'est pour ça qu'on a des adversaires, je vous ai montré chez Oldred, mais Tergrid, qu'est-ce que tu veux faire face à ça? 5 pour une 4-5 menace, chaque fois qu'un adversaire sacrifie un permanent ou, et parce qu'on s'en fout du sacrifice entre guillemets, c'est plus, ou se défausse une carte de permanent, tu peux la mettre sur le champ de bataille sous ton contrôle depuis le cimetière. Voilà. Une arrivée de Maune brune, la tête d'aiguille tranche sang. Elle est très très bien cette carte parce que pour 2 mana rouges, alors c'est un peu chiant 2 mana rouges, mais pour 2 mana rouges, c'est une de 2 qui a l'initiative quand c'est ton tour et à chaque fois qu'un adversaire pioche, la tête d'aiguille lui affiche une blessure. Voilà, pioche, blessure, Nekusar, t'as capté. Ça, je l'ai vu, c'est Az qui l'a joué dans un Sol Ring, il me semble, c'est là où je l'ai vu. Le père de la démence, alors lui, mon ref. C'est simple, quand il faut oublier. Il détruit les espoirs de tes adversaires. Pour 6, c'est une 6-4 et au début de chaque étape de fin, chaque joueur se défausse de sa main. Alors celle-là, elle est vraiment pas marrante. Elle permet de verrouiller des games de manière assez drastique.
Et elles vous permettent de temporiser jusqu'au moment où vous allez avoir des wheels et bombarder quoi. Parce que les wheels coûtent pas trop cher, tu vois. Les sorts qui permettent de défausser puis piocher beaucoup, ça coûte 1, 2, 3 mana quoi dans l'idée. Ou des capacités qui coûtent 1 de mana, comme on l'a vu avec l'archiviste Jace. Donc là, le père de la démence, c'est soit tu top card, soit j'ai gagné. Dans l'idée, tu vois, s'il n'y a pas d'anti-bet, le père de la démence, en vrai, votre board est installé, Nekusar fera ping, ping, ping. C'est une 6-4. Assez costaud, on va dire. Donc le père de la démence, c'est une carte en vrai qui peut être changée parce que les gens parfois crissent très vite dessus. Un Lorkish Bowmaster, bah oui, évidemment mon ref. Lorkish Bowmaster, bah oui, quand ça arrive, ça fait un dégât. Ça amasse, et puis à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte qui n'est pas celle du début de son entretien, elle affiche une blessure et tu amasses Orc. Bah oui, bah oui. Ah oui, ah, mais t'as compris, ça meule de 7, ça fait 7 dégâts, ça amasse 7. L'adversaire en face, c'est la même. Et voilà, puis du coup, bon, bah t'as tué tout le monde et on rigole. Parce qu'il faut bien aller un peu plus vite, parce que ce deck coûte mine de rien assez cher. On a beaucoup de cailloux, vous le verrez après. Mais il faut aussi trouver des moyens que les sorts coûtent moins cher. Donc on a un familier Nyctazov qui est très fort pour 2. Les sorts bleus et rouges coûtent 1 de moins à lancer. Et pour 1 mana noir, 1 mana incolore, enfin générique, tu régénères le familier. Alors il faut savoir que les sorts bleus et les sorts rouges, quand on joue le famille Nyctazov, il me semble que ça veut dire que si vous avez par exemple Nekusar, de 5 il ne passe pas à 3, de 5 il passe à 4. Voilà. C'est dans la nomenclature, le famille Nyctazov, si le sort est bleu et rouge, ça n'enlève pas 2 mana génériques, ça n'en enlève qu'un seul. Voilà, il me semble que c'est ça le délire. Si je me trompe en commentaire, dites-le moi parce que ça va me ravir d'entendre ça. Mais il me semble que j'ai la bonne définition. Mais c'est quand même très bien. Je veux dire, les sorts coûtent 1 de moins à jouer. En plus, tu peux les régénérer. Enfin, vraiment, c'est clairement le bon book. Ce familier Nyctazov, c'est le bon book. On a le prodige de l'harmonie. Pour 2, c'est une 1-3 prouesse. Et si la capacité d'un chaman ou d'un sorcier que vous contrôlez, d'un autre sorcier que vous contrôlez se déclenche, elle se déclenche une seconde fois. Pour rappel, Nekusar, je l'ai dit, hein, c'est un zombie sorcier. Du coup, ça va trigger 2 fois. Et comme la capacité déclenchée est présente ici et ici, whenever et at, et bien tout ça, ça double. Voilà, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça marche très très bien, le prodige de l'harmonie. C'est une belle bête, comme on dit. Hop là. La prochaine, alors celle-ci, j'ai jamais eu le temps de la jouer. C'est un véritable dieu qu'on a vu dans les cavernes d'Ixalan. Pour 4, c'est une 4-4 piétinement. Et ce qui est très rigolo, c'est que bon, si elle meurt, elle se retourne, ça devient un terrain, donc c'est pas perdu. Mais le truc qui est rigolo, c'est que si une source rouge que tu contrôles devait infliger à un adversaire une quantité de blessures non combat inférieure à la force d'Ogeir, et bien la place, il affiche un nombre de blessures égal à la force. T'as capté, si Nekusar ou un autre permanent rouge qui fait des dégâts, genre le tranchant de tout à l'heure, il est là. Au lieu de faire un dégât, il en fera 4. Oui, monsieur, 4. Donc ça, mon gars, quand c'est sur le terrain, ça a peur. Une nouvelle carte qui vient d'arriver de Fondation, et oui, qui est une sorte de Nekusar en artefact, le rampeur griffonnant. Pour 3, tu as une 3-2. Au début de ton entretien, chaque joueur pioche une carte. Voilà, c'est pas au début de leur entretien, mais au début du tien. Et par contre, à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, ce joueur perd 1 point de vie. Voilà, donc c'est comme Nekusar. C'est quasiment comme Nekusar. Mais il a le côté où tout le monde pioche perd 1 point de vie. Et ça marche par contre que quand c'est les buts d'entretien. Mais c'est excessivement stylé. Les copains, le Kami du Croissant Lune. Carte très très connue au début de l'étape de pioche de chaque joueur. Il pioche une carte supplémentaire. Alors il n'y aura pas le ping de 1. Mais ça permet de choper une carte en plus. Donc c'est toujours très cool. De quoi gérer les créatures adverses si possible, si nécessaire. Et en plus ça fait des dégâts si Nekusar est là. Tu vas payer 2 pour une 1-1 Nin l'artiste en souffrance. Et tu vas payer ensuite IZ et X. Tu vas l'engager. L'artiste en souffrance inflige X blessure à une créature ciblée. Et le contrôleur de cette créature pioche X cartes. Donc imaginons tu as, je dis n'importe quoi, hein, 7 mana. Et bien tu vas payer 2 plus 5. Tu vas engager l'artiste. Tu vas infliger 5 blessures à une créature ciblée. Donc tu vas plutôt clean de manière assez forte le board. Et en plus, le contrôleur qui vient de perdre sa carte, hein, sa créature, va piocher 5 cartes. Évidemment, Niv-Mizzet, pardon. Je joue pas Niv-Mizzet d'ailleurs. Mais Nekusar se régale. Et il se régale encore plus quand il y a Gearson Star. Oh, ça c'est de la belle saloperie. Pour 3, tu as une 3-2 qui a Ward 2 en plus de ça.
Et quand une autre source que tu contrôles fait exactement un dégât, lui, il en fait 2 de plus. Donc quand la roue tourne, eh bien chaque carte piochée, c'est pas un dégât, mais c'est 3. C'est magnifique les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est trop beau. Le croisé point de tempête en ragdo, c'est une 2 de menace. Au début de ton entretien, chaque joueur pioche une carte et perd un point de vie. Alors vous allez perdre aussi un point de vie. Même vos adversaires, si jamais il y a Nécu, perdront un point de vie supplémentaire. Mais, voilà, c'est sympa, même si ça nous touche, ça permet de jouer au jeu et ça fait plaisir. Le mage de la roue, parce que oui, la roue tournera. Pour 3, tu as une 3-3. Et si tu payes 2 et que tu l'engages et que tu le sacrifies, chaque joueur se défausse de sa main et pioche cette carte. Que dire de plus? Carte trop stylée, caisse mage insoumise. Alors ça mon ref, c'est très fort parce que je me suis rendu compte que des éphémères et des rituels de Will, j'en ai pas tant que ça, donc je vais peut-être réguler ça. Mais caisse mage insoumise, pour 4, tu as une 3-4 vol. Et pendant chacun de vos tours, tu peux lancer un sort d'éphémère ou de rituel depuis ton cimetière. Si tu fais ça, il est exilé au lieu de revenir dans le cimetière. Donc ça veut dire que si tu as assez de mana, tu peux payer 4 pour mettre caisse et jouer tout de suite un éphémère ou un rituel. Alors ça peut être une Will si t'as Nécusar, mais il y a de quoi contrer. Si quelqu'un s'amuse pendant ton tour, hop, tu joues un contre-sort. Il y a de quoi jouer des anti-bêtes, si c'est nécessaire, tu vois. On peut s'amuser. On peut littéralement s'amuser avec caisse mage insoumise. Je dirais presque même que c'est une sorte de finisher quand ton cimetière est bien rempli parce que tu as Will toi aussi, parce que tu te défausses toi aussi hein, quand tu fais ça. Eh ben, tu trouves des solutions et caisse, elle, régale. Le détisseur du destin, très sympathique. Une sorte de Nécusar lui aussi. Hein. Pour 4, tu as une 3-4 et à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, il inflige une blessure. Voilà, dernière créature que j'avais à vous montrer. Il y a quand même, tu vois, même si je dis que Nécusar, il faut l'avoir, il y a quelques créatures qui font plus ou moins la même chose. Mais le plus stylé reste Nécusar parce qu'il y a ce côté où ils vont forcément piocher plus et tu ping de 1. Tu vois, toutes les créatures ne font pas à chaque fois que c'est le début d'entretien. Quand ça soit toi ou tous les adversaires ou tous les joueurs même, chacun pioche une carte. Nécusar c'est plus stylé, mais il y a des petites... voilà. Il y a des petits flic-flac. Mais grosso modo, ta condition de victoire, c'est tuer tout le monde simultanément. Dans l'idée, tu vois. Ça, c'était les créatures. Passons maintenant au rituel. Rituel, première Will. Aubaine pour 3, chaque joueur se défausse de sa main et pioche autant de cartes qu'avait celui qui s'est défaussé du plus grand nombre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très fort. Prospérité, très marrant. Pour 1 plus X, tout le monde pioche X cartes. Très drôle, très drôle. On rigole avec prospérité. Alors cette carte là est dégueulasse. Folie susurrante, ça c'est vraiment n'importe quoi. Ça vraiment, j'ai honte de la jouer. Folie susurrante pour 4, chaque joueur se défausse de sa main, puis il pioche un nombre de cartes égal, pareil au nombre du plus grand nombre de cartes qu'un joueur s'est défaussé de cette manière. Mais en plus, elle a le cryptage. Donc le cryptage, c'est-à-dire que tu peux l'attacher à une créature, et quand cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, eh bien tu peux la lancer sans payer son coup de mana. Donc il suffit qu'il y ait un joueur qui est tout engagé. Parce que vous avez vu, les cartes sont pas forcément très fortes, il n'y a pas non plus 1000 créatures avec le vol ou de l'évasion, etc. Tu vois, Nécusar, t'as pas envie d'attaquer avec. Donc, il y a peu de créatures qui attaquent. Mais, imagine qu'une seule fois, il y a quelqu'un, il fait le fou, et il est tapé, etc. Il n'a pas de quoi défendre, et que toi, tu touches avec ton commando ou n'importe quoi d'autre. Eh bien, tu vas faire la première Will à 7, on va dire, et une deuxième Will à 7 dans le même tour. Donc, dans le même tour, tu peux infliger au minimum 14 dégâts si Nécusar est dans la place ou s'il y a une créature qui dit quand ça pioche, ça perd un point de vie. Donc pour les susurrantes, c'est très fort. Écho des éons. Alors ça coûte cher, hein, ça coûte 6. Mais moi c'est surtout le flashback qui m'intéresse, puisque comme je vous ai dit, vous avez meulé, ou défaussé plutôt. Eh bien je pense que c'est le genre de deck où il pourrait y avoir un peu plus de flashback, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le cimetière. Et lui c'est très rigolo, puisque pour 3... chaque joueur va mélanger sa main et son cimetière dans sa bibliothèque et pioche cette carte. Donc il n'y a pas le côté des fausses, mais le côté des fausses, je l'ai vraiment très peu mis en avant sur ce deck là. Hop, autre carte en rituel pour 3. Chaque joueur se défausse de toutes les cartes de sa main et pioche autant de cartes, moins une. Si tu as 7 cartes, tu vas en piocher 6. Si tu as 6 cartes, tu en pioches 5. Tes adversaires feront la même. Pour se prémunir d'un aggro un peu trop aggro, déluge toxique, ou alors de cartes qui sont indestructibles, galère à gérer. Déluge toxique, toujours un plaisir. Pour un mana rouge, cette carte, je la surkiffe. Chaque joueur pioche 3 cartes, puis se défausse de 3 cartes au hasard. Alors toi aussi, t'es dans la mélasse. Hein.
Mais il faut partager la souffrance pour que les joueurs en face vous laissent tranquille. C'est un peu ça le bail. Le vent du changement pour 1. Alors j'ai pas la roue de la fortune hein, qui est l'essence même de la wheel, hein, mais parce que la carte coûte beaucoup trop cher. Donc j'ai une sorte de simili. Vent du changement pour 1. Tous les joueurs mélangent leurs mains dans leur bibliothèque, puis piochent le même nombre de cartes. La roue de la fortune, c'est pioche 7. Lui, c'est le même nombre de cartes. Donc si un adversaire il a que 2, bah, il va perdre que 2 points de vie avec Nekusar. Si un adversaire a 7, bon bah là tu te régales. Petite salve vandale aussi en rituel, ça sera notre dernier rituel pour se prémunir de certains Arthos un peu trop fort à notre goût. Soit t'en tues 1 pour 1, soit tu payes 5 et tu détruis tous les artefacts, chaque artefact que tu ne contrôles pas. Place maintenant les amis aux éphémères. Commandant de Prismari parce que on a le choix et c'est trop fort. Soit t'infliges de blessures pour tuer rapidement une petite créature. Et où tu vas piocher 2 cartes ou un joueur ciblé va piocher 2 cartes et se défausser de 2. Là encore pour kill c'est pas mal. Ou un joueur ciblé crache ton trésor si t'as besoin de ramper. Et où tu détruis l'artefact ciblé. Voilà, c'est polyvalent, c'est fort, ça fait plaisir, ça fait longtemps, c'est validé. Petite claque déflectrice, soit pour 3, soit gratuitement si t'as ton commandant. C'est pour protéger évidemment Nekusar autant que faire se peut. Eh bien tu peux choisir de nouvelles cibles pour une cible, sort ou capacité. C'est évidemment très fort, ça coûte 0 la plupart du temps. On adore. Dans pareil, hein, le côté ça coûte 0, tutelle féroce. Je vous l'ai dit, il faut protéger son commandant absolument parce que vous allez être la cible de nombreux colibés. Tutelle féroce, vous contrecarrez un sort non créature. Voilà, gratuitement, si vous avez le commandant. Un petit contrecarré le sort ciblé pour 2. Son contrôleur peut piocher jusqu'à 2 cartes. Si il y a Nekusar, évidemment, il va pas vouloir le faire. Et toi, par contre, tu es sûr de piocher une carte au début du prochain tour, de l'entretien du prochain tour. Donc c'est un contre-sort qui est un contre-sort des plus logiques dans la thématique de Nekusar. Genre vraiment, ça c'est le contre-sort béni pour Neku. Dislow, parce que parfois il faut aussi bloquer les capacités et tout ça. Et bien pour toi, tu contres le sort ciblé, la capacité activée ou la capacité déclenchée. Voilà, donc ça c'est pas mal. Puisque si jamais il y a un gars qui, je sais pas moi, a une créature qui dit quand une créature arrive sur le champ de bataille, détruit la créature ciblée, Dislow lui fait et là mon pote, tu vas pas le faire. Tu vas pas le faire. Je sais que ça coûte 3, c'est pas commun, mais j'aime beaucoup ce côté au cas où. Tu vois, c'est un peu le panic button au cas où il y a ou alors une autre capacité. Si ça se trouve, il y a une capacité activée ou déclenchée qui vous rend fou. Dislow pourra la contrecarrer. Et enfin, dernier contrecarre, le drain de mana. Évidemment, pour avoir beaucoup de mana générique, parce qu'on vous l'a dit, le deck coûte cher en termes de coût de mana, mine de rien. On va avoir aussi un peu de protection ou de terrain. Il faut protéger le Nekusar et ça passe aussi par sa protection personnelle et pas qu'embêter les joueurs en mode « Ah mais t'as contré mon sort, c'est pas marrant, arrête de jouer bleu ». Non, là, tu vas aussi le protéger tout seul puisque tu vas payer un mana noir, choisir une créature, tu vas perdre 2 points de vie, mais jusqu'à la fin du tour, cette créature acquiert, quand elle meurt, elle revient sur le champ de bataille engagé. Et Nekusar, s'il est engagé, on s'en fout, son effet s'applique malgré tout. On va avoir une autre wheel pour 4. Tu choisis n'importe quel nombre d'adversaires qui se défaussent et pioche 7. Et toi, tu vas piocher une carte supplémentaire. Tu vas piocher une carte, pardon. Alors, toi, malheureusement, ça va pas fonctionner sur toi. Tu vas pas pouvoir défausser et piocher 7. Mais tu vas piocher une carte et tu vas enquiquiner les autres. Ce qui est plutôt pas mal. La roue tourne, qui est littéralement le titre de cette vidéo. On va avoir une maîtrise de sinistre. Puisque au lieu de payer 4, on va juste payer 2. Comme ça, l'adversaire ciblé va piocher une carte. Donc pareil pour Nekusar, ça c'est le meilleur anti-créature et planeswalker possible, imaginable. En plus, ça exile la créature, ça ne la détruit pas. Donc l'indestructible, ça dégage. Ça vraiment, meilleur anti-bet / planeswalker possible dans un deck Nekusar. Parce que tu as la pioche supplémentaire qui va faire des dégâts supplémentaires via Nekusar. C'est vraiment... Enfin, si t'es dans cette thématique-là, c'est trop fort, surtout qu'on vous l'a dit, un dégât de Nekusar peut vite se transformer en 1+1+1 ou 1+2 ou 1+4. Bref, c'est n'importe quoi. En éphémère, pour terminer, le Cyclonic Rift. Comme d'habitude, à chaque vidéo maintenant, on se pose la question, est-ce qu'on garde le Cyclonic Rift ou pas? J'ai joué un Cyclonic Rift, j'ai perdu la game, donc ça a permis quand même de se dire, vous voyez les gars, même avec un Cyclonic Rift, on peut pas toujours gagner. Donc pour le moment, on est en suspens. On va passer maintenant au niveau des artefacts. Et vous allez voir qu'il y a 2 types d'artefacts quasiment seulement. Il y a des artefacts de
rampe. Donc je vais vous montrer, je vais prendre les cailloux, je vais les trier, je n'avais pas trié. Vous avez les cachets. Donc cachet de DZ celui-ci, cachet de Dimir et cachet de Rakdos. Jusque là tout va bien. On va avoir également les talismans. Les talismans d'indulgence, les talismans de créativité et le talisman de dominance. Et là on est plutôt pas mal. On va avoir d'autres cailloux à 2, comme Third Vessel, qui te permet de ne pas avoir de limite de main et d'ajouter un mana incolore. Vous allez avoir évidemment un très beau arcane signet, donc le cachet d'ésotérisme que vous connaissez par cœur. Vous allez avoir une pierre de Guermont, assez old school celle-ci, merci Titavi au passage. Donc pour ajouter un mana, mais ça vous la connaissez par cœur, j'ai pas besoin d'aller trop loin dans le délire. Je ne joue pas d'anneau solaire, sauf dans 2 decks, il me semble. Et là, il y a un anneau solaire. Vous avez le droit de l'enlever. Nous, on a décidé que l'anneau solaire ne pouvait être joué qu'à partir du tour 3. Interdiction de le jouer tour 1, interdiction de le jouer tour 2. Tour 3, c'est ok. On s'est dit que ça limitait le pouvoir quand même assez fort d'un Sol Ring. Parce que Sol Ring, c'est vraiment turbo broken. Mine de rien. Et c'est marrant parce que comme on n'en jouait plus depuis un moment, là, hier, on a fait 3 games. Et à chaque fois que quelqu'un jouait l'anneau solaire, tour 3, on se disait oh, bordel, c'est quand même trop fort cette carte. Mais bon. Je fais pas un débat sur la face mana et tout. Juste nous on a décidé de faire comme ça. Et même comme ça on se dit putain c'est fort. Et enfin le dernier caillou, parce que oui le deck coûte cher, donc il faut bien ramper autant que faire se peut. Étant donné qu'il n'y a pas de vert, il n'y a pas d'oiseau de paradis, pas d'Alflin, pas de noble hiérarque ou machin bidule qui coûte 1, elfe de la noire ou autre. Donc on va terminer avec la collection relique. Ça c'est un caillou que j'aime bien. Parce que au-delà que pour 3 tu l'engages sur un mana de la couleur que tu veux, moi j'aime bien me dire que je peux mettre un marqueur charge si jamais j'en ai pas l'utilité tout de suite. Et à mon prochain tour, eh bien j'ai pas un mana, mais j'ai 2 mana. Parce que le marqueur charge te permet d'ajouter un mana de la couleur que tu veux au début de l'entretien. Enfin, au début de ta première étape de fin plutôt. Ouais, avant le combat. C'est pendant la première phase principale, tu l'utilises. Donc tu l'utilises parce que tu la détapes et tu l'utilises comme ça. Donc vraiment la collection relique, je trouve que c'est si tu as besoin de mana pour 3 et que t'as pas besoin de trucs en plus, genre c'est pas un deck tribal où t'as besoin de +1/+1 et tout, bah collection relique je trouve que c'est trop fort. Parce que parfois tour 3 tu le joues et t'as pas besoin en fait. Tour 3 tu payes 3, tu joues ta collection relique, elle te sert à rien, bah tu l'engages avant ton tour. Et comme ça t'as pas 1, 2, 3 plus un nouveau terrain, donc t'as pas 5 mana, mais t'en as 6. T'as les 4 du terrain, parce que t'as 3 terrains de base, plus on va dire le terrain que t'as joué en plus. Et ta collection relique, pouf, la charge à la collection. Donc tu as gagné un mana. Et ça, je trouve ça plutôt chouette. Et enfin, ah non, il y a ça avant aussi. Le chaudron d'âme d'Agatha. Eh oui, parce qu'il y a des gens qui ont de la récursion de leur deck, on n'aime pas ça. Donc il faut que ça dégage. Donc ça permet d'exiler n'importe quelle carte depuis un cimetière, même le tien d'ailleurs. Quand une carte de créature t'existe de cette manière, tu mets un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée que tu contrôles. La créature ciblée avec des marqueurs, enfin les créatures que tu contrôles avec des marqueurs +1/+1 ont toutes les capacités des créatures exilées par le chaudron d'Agatha. Voilà. C'est bon? Est-ce qu'on doit aller plus loin ou pas? Cette carte est évidemment turbo puissante. Et enfin, on a toutes les cartes qui vous permettent de faire de la pioche supplémentaire, comme la mine rugissante. Voilà, chaque joueur doit piocher une carte de plus pendant sa phase de pioche, donc au début de son entretien. On a l'enclume de Bogardan, donc il n'y a plus de défausse, mais voilà, il n'y a plus la phase de défausse, vous savez, à la fin, quand vous avez plus de cette carte, il faut en avoir pile 7, là ça n'existe plus. Mais pendant la phase de pioche, chaque joueur pioche une carte supplémentaire et se défausse d'une carte. Très très rigolo. Et enfin, pour 4, ce n'est pas le jus de Mintos, c'est le Font of Mythos. Pour 4, au début de l'entretien de chaque joueur, ce joueur pioche 2 cartes de plus. Donc si à Nécusar, vous avez un de la pioche de base, un de Nécusar, 2 du Font of Mythos, donc ça fait 4 minimum, 4 dégâts par tour. Et on se régale. On a fini avec les... Ah non, on n'a pas fini avec les artefacts. Il me restait un dernier artefact que je vous ai pas montré. Celui-là, il vient de Mornebrune, pardon. Les dyslexiques en PLS. Mornebrune, il s'agit de l'enregistrement mods. C'est un artefact qui pour 4 qui est un peu cher. Je l'avais dans la main, j'ai pas pu le jouer hier. Donc quand tu lances un sort d'éphémère de rituel, tu as un marqueur dessus, un marqueur temps. Et si tu as au moins 7 marqueurs temps,
tu les retires et ça t'inflige 20 blessures. Donc tu prends très très cher. Mais quand tu l'engages, tu peux, et que tu lances pour la prochaine fois ce tour-ci un sort d'éphémère ou de rituel, tu peux copier ce sort. Donc tu peux faire des doubles wheels. T'as capté ou pas ce que je veux dire? C'est très fort. Très très. En fait sur le principe, je trouve ça turbo broken. Encore une fois, j'ai pas forcément beaucoup d'éphémères de rituels qui font ça de la wheel. Donc il faut essayer autant que faire se peut de rentabiliser au maximum leur impact. Et je trouve qu'avec l'enregistrement maudit, bah c'est là mon ref. C'est là. Et t'inquiète que jamais ça arrive à cette marqueur. Hein. Tu les tueras tous avant. Donc t'as même pas la peur d'avoir 20 blessures. Tu termines ça largement avant. Sachant que c'est à chaque fois que tu lances un sort d'éphémère de rituel, quand tu copies, je crois que tu ne lances pas le sort. Donc ça veut dire que tu peux le faire 7 fois avant de perdre 20 points de vie. Donc si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien évidemment. Mais du coup, oui, avant de te prendre 20 et de lancer 7, mec, c'est sûr, tout le monde est mort. Place maintenant aux enchantements. Et après, je vous montrerai à la base de mana que vous connaissez par cœur, puisqu'elles se ressemblent toutes sur ma chaîne. On va commencer avec les visions fiévreuses pour 3. Au début de l'étape de fin de chaque joueur, ce joueur pioche une carte. Si le joueur est votre adversaire et qu'il a au moins 4 cartes en main, les visions fiévreuses lui infligent 2 blessures. Donc il va piocher une carte, être pingé par Nécusar, et s'il a plus de 4 cartes, il va être pingé par les visions. Bref, au début de son entretien ou à l'étape de fin, il va perdre des points de vie le ref. Carte très marrante. Waste Note. Alors Waste Note, je sais pas si je la garde parce que c'est la seule carte qui dit que quand ça défausse, il se passe des choses. Donc je suis vraiment pas sûr de la garder. Pour le moment, elle est belle et tout, donc je la joue. Mais j'avais aussi la caresse de Liliana, mais je l'ai virée. Pourquoi? Parce qu'au-delà de faire des dégâts, j'ai l'impression que Waste Note fait plus de choses. Puisque quand un adversaire se défausse d'une carte, et bien si c'est une carte de créature, on met un zombie de 2. S'il discarde un terrain, ça nous fait 2 mana noirs. Et s'il discarde d'autres choses, on pioche une carte. Et j'ai l'impression que la plus-value de Waste Note, elle est quand même plus intéressante que Liliana. Mais, comme il n'y a pas trop de défausses, je sais pas. C'est un vrai point d'interrogation. Je sais pas si je la garde ou pas. On va avoir, alors ça c'est pas gentil. Le saut du sommeil, ça c'est vraiment pas gentil. Tu la mets sur Nécusar et ça dit à chaque fois que la créature enchantée blesse un joueur, renvoyer dans la main de son propriétaire la créature ciblée que ce joueur contrôle. Vous avez capté, Nécusar en fait il fait des blessures parce que la carte dit c'est bien Nécusar qui inflige une blessure, ok. Donc si Nécusar est enchanté par le saut du sommeil, eh ben voilà quoi, genre vous pouvez renvoyer dans la main de leur propriétaire beaucoup. Et d'ailleurs vous devez le faire, ce n'est pas vous pouvez, c'est vous devez, donc là il n'y a pas de politique, c'est trop fort. Genre vraiment saut du sommeil ça peut littéralement contrôler une game jusqu'à la fin, c'est vraiment très très puissant. Une carte que j'ai jamais eu le plaisir de jouer, mais qui je pense me ferait beaucoup rire. La fluctuation forcée. Pour 6, à chaque fois qu'un adversaire lance un sort, ce joueur pioche cette carte. Monsieur que je te dise. Voilà, Nécusar est là, bon bah ça prend 7 à chaque fois. Voilà, je l'ai jamais joué, mais ça me fait beaucoup rire. Une carte qui est très sympatoche, c'est l'ascension du chef de sang, qu'on espère avoir tour 1 aussi. Pour moi, c'est un enchantement au début de chaque étape de fin. Donc chaque étape de fin, la vôtre, ceux de vos adversaires et tout. Si un adversaire a perdu au moins 2 points de vie ce tour-ci, vous pouvez mettre un marqueur quête sur l'ascension. Et à chaque fois qu'une carte est mise dans le cimetière d'un adversaire, d'où qu'elle vienne, là, si l'ascension du chef de sang a au moins 3 marqueurs, quête sur elle, vous pouvez faire que ce joueur perde 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Donc voilà. À chaque fois qu'une carte, donc c'est-à-dire que si vous faites défausser avec une wheel cette carte, bah, vous allez infliger 14 blessures et vous allez gagner 14 points de vie. S'il y a 3 marqueurs dessus. Donc l'ascension du chef de sang, c'est vraiment très puissant et facilement activable. Il faut protéger son commandant, forme fantôme de Kaya. T'enchantes ta créature ou le Planeswalker. Bon, je pense que 200% jamais tu mets ça sur deck Faden. Mais quand quand le permanent enchanté meurt ou est mis en exil, et ça c'est hyper important parce que les Pass to Exile et les Sword to Plowshare là, ça dégage. Quand le permanent meurt ou est mis en exil, vous pourrez envoyer cette carte sur le champ de bataille sous votre contrôle. Donc ça vous sauve littéralement les miches de toute forme d'insécurité. Donc les formes fantômes de Kaya pour un mana noir. Je vous invite quand vous avez des decks Voltron notamment, ou des decks avec des créatures surpuissantes qu'il faut absolument protéger si vous jouez noir. Ça, tous les jours c'est fort. Tous les jours c'est fort. Et mon dernier enchantement qui est très rigolo, c'est Virtue of Persistence. Pour 2 et son mode aventure, donc en rituel, la créature ciblée gagne -3/-3, vous gagnez 2 points de vie. Ou alors pour 7, ou à la suite de ça, pour 7, au début de votre entretien, tu peux mettre une créature ciblée de n'importe quel cimetière sous ton contrôle. Donc c'est, on va dire, la récursion. J'ai peu de récursion, je pourrais en avoir plus, avoir une réanimation ou une animation des morts. Il est vrai,
Je pourrais virer le Waste Note qui sert peut-être pas forcément à gros chose pour mettre une réanimation. On réfléchit évidemment, mais voilà ce qu'il en est pour la globalité de mon deck. Au niveau du mana, c'est très simple. On a un Triome qui va nous permettre de piocher si pas utile, mais un Triome tour 1 si jamais on a un fetch, c'est quand même cool. On a une tour du reliquaire pour ne pas avoir de maximum de main, enfin de problème de main, de taille de main. On est bon avec ça. Une tour de commandement, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on ferait sans tour de commandement? Une esplanade des héros pour protéger une créature importante / notre commandant, bien évidemment. Otawara parce que c'est beaucoup trop fort. Takenuma pour justement avoir une sorte de récursion en place. On va avoir Mikokoro, donc mon cœur, pour faire piocher tout le monde. T'as capté, ça c'est pas mal, c'est la surprise. L'asile de la chaîne de Geyer pour piocher et défausser. Ça c'est le petit twist qui régale, hein, c'est l'effet qui se coule. On va avoir les mines de la Moria parce qu'on peut créer des tokens trésors assez facilement. Très facilement, on a plus que 3 cartes dans le cimetière, donc on les exile et ça fait 2 tokens trésors, donc c'est pas mal pour anticiper des tours où vous avez besoin de beaucoup de mana. On va avoir le Training Center / ça fait à chaque fois penser à Pokémon. Si tu as 2 adversaires ou plus, ça arrive de taper. Pareil dans sa version Dimir avec le Morphic Pool. On va avoir le choix entre du mana bleu ou du mana noir. Pareil ici, du mana bleu ou du mana rouge. On va avoir les contreforts hantés si on a au moins 2 autres terrains. La même en bleu et en rouge. Et la même en Dimir, en bleu et en noir. On va avoir de quoi filtrer aussi tout ceci de manière stylée avec les ruines englouties. Ça c'est vraiment trop fort quand tu joues bi ou tricolorité. Je trouve que c'est vraiment surpuissant. 15 sculptés pour le Rakdos. Et enfin l'essai de la cascade pour Lisette. On a les catacombes de Sombro. Donc pour mana incolore tu fais du Dimir. Pour mana incolore, enfin générique pardon, tu fais du Rakdos. Je sais plus si c'est lui le filter ou pas, ou si c'est l'autre que je vais montrer. Bref, j'ai un doute. Mais en tout cas ça c'est excessivement puissant. Un mana de base de chaque couleur. Un mana rouge, un mana bleu et un mana noir. Hop. Évidemment en mode Phyrexian huile, magnifique. Les 3 seuls Shockland ou Raveland que vous pouvez avoir dans le deck. Tombe aquatique, crypte de sang et conduit de vapeur. Et enfin, les 9 fetch. Vous ne pouvez pas avoir le fetch blanc et vert. Parce qu'il n'y a pas blanc et vert dans les couleurs de Nécusar. Mais vous pouvez avoir tout le reste. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, vous avez vos 36 terrains. 37 avec le petit Malakir qui est une carte d'éphémère que vous pouvez retourner pour jouer en terrain standard. Bref, voilà la deck tech. Donc comme je l'ai dit, moi je trouve que c'est un deck très fun, très amusant, pas forcément pour les autres, mais avant de faire vraiment très mal, c'est un deck qui va aider vos adversaires, donc vous pouvez essayer de le vendre comme ça en mode, grâce à moi vous avez toujours des solutions, et des solutions même qui pourront se retourner contre moi. Je le trouve rigolo, je le trouve fun, je pense que la défaut c'est peut-être pas utile, donc je vais peut-être le retirer pour mettre un peu plus de réanimator, je pense qu'il y a assez de contrôle, il doit y avoir 4 contre-sorts notamment, donc je pense que c'est largement suffisant si tu joues en multi. Il y a seulement en revanche 1 ou 2 anti-bêtes, je crois que ça mérite peut-être d'en avoir 2-3 en plus, mais bon, comme nous on est là pour faire will les gens, pour faire tourner la roue, je me dis si on tourne la roue, qu'on contre tout et qu'en plus on tue toutes leurs bêtes, où est le fun en multi? Si cette deck tech vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, commenter. Si vous avez des cartes que vous pensez excessivement puissantes, n'hésitez pas à rajouter ça en commentaire, bien évidemment. Vous avez la deck tech de Nécusar et de tous mes decks sur Moxfield dans la description. Le code Adibou 2024 si jamais vous voulez acheter des cartes chez Play-in et avoir 50% de points de fidélité en plus, valable une seule fois par an. Et par contre, let's go là-dessus les amis, pareil, c'est en description. Et pour finir, je suis en live du mardi au vendredi de 9 h à midi sur Twitch pour faire des matinales news, jeux vidéo, pop culture, mais aussi pour parler de Magic l'Assemblée. Notamment, on a fait des vidéos sur Fondation, sur la boîte d'apprentissage. On a ouvert une display qui arrivera samedi prochain sur cette chaîne YouTube ou qui est déjà arrivée si vous regardez cette vidéo un peu plus tard. Bref, vous savez tout. Passez une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette deck tech. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis rendez-vous soit très vite sur YouTube, soit très vite sur Twitch.
Beijing tout le monde, prenez soin de vous. Et à bientôt. Ciao la team.